Bienvenue sur la chaîne Le Prof d'Histoire. La vulgarisation de l'histoire. Si tu veux comprendre l'histoire, t'écoutes cette chaîne. L'histoire c'est partout, l'histoire c'est vivant, l'histoire ça nous entoure. Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne, le prof d'histoire. L'épisode d'aujourd'hui vous présente 4 fantômes mythiques dans l'histoire du Québec. Le folklore et les légendes du Québec sont marqués par son histoire riche et variée, avec ses liens avec son passé colonial, puis anglais, qui rendent nombreuses les histoires fantastiques, uniques et singulières qui sont transmises par tradition orale. Loin d'être des faits historiques, elles permettent toutefois d'analyser une forme de sociologie ou une étude sociologique des différentes périodes de l'histoire du Québec. Je vous préviens que certaines de ces histoires sont morbides et que les détails sont souvent effrayants, ce qui ne conviendrait pas à un jeune public. Ce sont 4 histoires de fantômes mythiques du folklore québécois qui vous seront présentées dans cet épisode. Restez là! La Dame Blanche de la chute Montmorency. Les origines de cette première histoire remontent à l'époque de la guerre de la conquête, en 1759, alors que l'armée britannique, commandée par le général James Wolfe, envahit la vallée du Saint-Laurent. Ce sont plus de 4000 soldats qui menacent la ville de Québec, qui est défendue par l'armée française, canadienne et autochtone, commandée par le général Marquis de Montcalm. Alors que le général britannique James Wolfe prépare son invasion militaire contre la région de Québec, les habitants canadiens du territoire doivent se préparer au pire. La menace des combats et violences plane, et la situation semble désespérée. C'est dans un contexte qu'un jeune couple désire se marier. Mathilde et Louis sont très amoureux. Ils ont pris l'habitude de se rencontrer au sommet de la chute Montmorency pour se charmer et passer de bons moments. La guerre menace leur bonheur, car le jeune Louis doit se battre pour la milice canadienne contre l'armée britannique. Leur mariage sera donc rapidement organisé et Mathilde coud elle-même sa magnifique robe blanche pour la cérémonie qui aura lieu dans quelques jours. Alors qu'elle termine son œuvre, le général Wolfe organise un important débarquement pour son armée sur les rives du fleuve, près des chutes de Montmorency. Le 31 juillet 1759, sur la plage et la colline autour de la chute Montmorency, ce sont près de 4000 soldats britanniques qui attaquent les forces françaises, canadiennes et autochtones de plusieurs milliers de combattants. L'armée française de Montcalm est protégée derrière des retranchements fortifiés construits au sommet d'une colline. Cette colline surplombe les rives du fleuve Saint-Laurent. Les combats sont violents alors que la pluie tombe, ce qui empêche le bon fonctionnement des armes à poudre et qui pousse les hommes à se battre au corps à corps. Après 7 heures de violents combats, l'armée française, canadienne et autochtone de Montcalm repousse l'armée britannique vers leurs navires. Ils fêteront leur grande victoire dans leur retranchement face aux 440 morts et blessés britanniques contre les 60 pertes françaises. Parmi les cris, les rires et les accolades des survivants, la jeune Mathilde court d'un retranchement à l'autre à la recherche de son fiancé. C'est en arrivant près des chutes de Montmorency qu'elle aperçoit le corps meurtri et sans vie du jeune Louis. Pris de panique, ses cris de terreur se mêlent aux chants festifs et aux rires des survivants. Une forme de folie causée par son chagrin s'empare d'elle. Elle rentre chez elle pour s'habiller avec sa belle robe de mariée, avant de se diriger au sommet de la chute de Montmorency, où elle a vécu sa belle histoire d'amour. Elle se laisse tomber de la falaise et se serait noyée dans les chutes, mais son corps ne sera jamais repêché. Selon la légende, durant certaines nuits, son fantôme continuerait d'errer autour des chutes de la Montmorency. Habillée de sa longue robe blanche translucide, elle parcourt l'ancien champ de bataille à la recherche de son amour perdu, avant de répéter son suicide dans la chute pour y disparaître encore et encore et encore. La Corriveau. Le deuxième mythe aurait tiré ses racines durant cette même période de grands bouleversements sociaux qui entourent la guerre de la conquête.
Cette légende aurait débuté en 1733, alors que naît au village de Saint-Vallier la jeune Marie-Joseph Corriveau. En novembre 1749, elle se serait mariée dès l'âge de 16 ans avec un jeune agriculteur nommé Charles Bouchard, alors âgé de 23 ans. Après avoir eu 3 enfants avec lui, Marie-Joseph Corriveau devient veuve à la veille de la guerre de la conquête de la Nouvelle-France en avril 1760. 15 mois plus tard, le 20 juillet 1761, alors que le territoire de l'ancienne Nouvelle-France est occupé par l'armée anglaise, elle se remarie avec un autre agriculteur. Elle épouse Louis-Étienne Dodier, un homme réputé pour sa brutalité et son alcoolisme. Ce dernier meurt de coups à la tête dans sa grange le 26 ou le 27 janvier 1763. Les autorités britanniques associent cette mort à des coups de sabot des chevaux que ce dernier devait entretenir. Marie-Joseph Corriveau est arrêtée par les autorités pour une enquête alors qu'elle est suspectée de meurtre par la communauté. Étant au lendemain de la conquête anglaise, les tribunaux sont contrôlés par l'armée britannique et le procès se déroule en anglais entre juges, avocats, accusés et témoins, même si la majorité sont des francophones. Cette barrière de langue a assurément compliqué les témoignages. Jugé par le tribunal, c'est finalement le père de Marie-Joseph, Joseph Corriveau, qui est condamné à mort. Sa fille Marie-Joseph est fouettée à 30 reprises pour complicité de meurtre. Elle aurait aussi été brûlée à la main d'un M à l'aide d'un fer rouge. Avant d'être pendu, son père aurait avoué être innocent et qu'il avait fait un faux témoignage pour sauver la vie de sa fille. Un second procès est ouvert quelque temps plus tard, et sous la pression, Marie-Joseph Corriveau finit par admettre sa culpabilité et déclare qu'elle a fracassé le crâne de son époux à coups de hache. Elle est alors condamnée à mort par le tribunal britannique qui applique le droit criminel anglais. Cependant, la sentence se veut exemplaire pour démontrer l'intolérance envers le meurtre et le faux témoignage de la jeune fille durant le premier procès. Ainsi, Marie-Joseph Corriveau est pendue le 18 avril 1763, où se trouve la colline parlementaire de Québec aujourd'hui. Son corps est exposé au public à Québec. Son cadavre est enfermé dans une cage de fer ou gibet de fer qui serait suspendu à une poutre ou un arbre entre les rues de l'Entente et de Saint-Joseph. Elle y est accrochée à titre d'exemple pour que les passants puissent bien la voir et que les corbeaux et autres charognards puissent venir la grignoter. Elle y décompose durant 5 longues semaines et la légende de la Corriveau est née. La population se met à parler d'elle et les rumeurs se construisent rapidement. On raconte qu'elle aurait eu en tout 7 maris et qu'elle les aurait tous tués de manière différente. Elle en aurait tué un en l'étouffant sous un oreiller sur lequel elle se serait assise, un second par un violent coup de chaise derrière la tête. D'autres seraient morts par strangulation, par poison ou en les transperçant. On dit même qu'elle en aurait tué un en lui coulant de l'étain en fusion dans l'oreille. Elle devient une créature diabolique, glorifiée par les ragots des communautés. On raconte que son cadavre se libère de la cage au milieu de la nuit pour hanter les rues de la ville. On raconte même qu'elle se ferait courtiser par des loups-garous qui voudraient épouser la créature avant qu'elle ne retourne dans sa cage avant le lever du jour. Un jour, son corps aurait même mystérieusement disparu à tout jamais. L'explication la plus plausible serait que la population qui habite le quartier se plaignait régulièrement au gouverneur britannique de Québec à cette époque, James Murray. La vue du cadavre, mais surtout son odeur fétide causée par la décomposition, dérangeait fortement les habitants du quartier. James Murray donne l'ordre alors au capitaine de milice de la Pointe de Lévis de se débarrasser du gibet de fer et du cadavre de la Corriveau et de l'enterrer où bon lui semblera. Ce n'est qu'en 1849, alors que les travaux d'agrandissement de l'église Saint-Joseph de la Pointe de Lévis, que la cage de fer et les ossements de la Corriveau fut finalement retrouvés. Le fantôme de Simon McTavish. Cette troisième histoire débute en 1775 avec l'arrivée à Montréal du riche baron écossais, Lord Simon McTavish. Il fait partie de ces riches bourgeois et seigneurs anglais et écossais et les hommes d'affaires états-uniens qui cherchent à prendre la place des riches français après la défaite de la Nouvelle-France en 1760.
Le territoire du Canada et de ses ressources payantes comme celle de la fourrure sont dorénavant contrôlés par les Britanniques qui s'enrichissent. Le territoire du Canada et de ses ressources payantes comme celle de la fourrure sont dorénavant contrôlés par les Britanniques qui s'y installent. La majorité s'installe à Montréal et ses environs. On les surnomme donc les Montrealers. Des quartiers entiers comme celui du Golden Square Mile sont construits pour accueillir ces riches anglophones qui font apparaître de grands domaines et des manoirs. Alors que débute la Révolution américaine dans les 13 colonies au sud de la province of Québec, Simon McTavish se cherche des partenaires commerciaux. C'est avec l'arrivée des loyalistes qui quittent les nouveaux États-Unis après la guerre d'indépendance américaine que McTavish développe une importante entreprise. Il est l'un des 9 membres fondateurs de la Compagnie du Nord-Ouest qui va rivaliser contre la puissante Compagnie de la baie d'Hudson afin de s'enrichir avec le commerce des fourrures au Canada. En 1793, Simon McTavish se marie à Montréal avec Marie-Marguerite Chamboilier, une Canadienne française. Ils vont habiter une maison sur la rue Saint-Jean-Baptiste avec leurs 6 enfants. En 1803, profitant d'une fortune considérable grâce à sa compagnie du Nord-Ouest et grâce bien sûr au commerce des fourrures avec les nations autochtones, McTavish fait construire un grand manoir dans le quartier du Golden Square Mile, au pied du Mont-Royal. Malgré la richesse de la famille, le malheur frappe celle-ci, avec le décès prématuré de 2 de leurs jeunes enfants. De plus, c'est Simon McTavish qui meurt d'un rhume en 1804, à 54 ans, alors qu'il supervisait la construction de son manoir, qui restera bien sûr inachevé. Il est enterré avec ses enfants et les autres qui décéderont tous avant la trentaine d'années, au cimetière anglican de St. Matthews. La légende veut que le squelette du vieux McTavish erre la nuit autour du manoir inachevé de celui-ci. Des événements étranges auraient été aperçus autour des fondations inachevées de la maison McTavish. Certains auraient observé une silhouette vaporeuse et translucide se promener autour du manoir. Alors que les nouveaux propriétaires du terrain font détruire la fondation du manoir par des ouvriers, l'un d'eux tombe de haut et meurt de ses blessures. La destruction est abandonnée et les ruines sont encore perceptibles de nos jours. Près de 70 ans après sa mort, soit durant l'hiver de 1870, certains passants du Mont-Royal auraient aperçu le squelette du baron McTavish descendre les pentes des rues enneigées du quartier en utilisant son luxueux cercueil en guise de traîneau. L'explication la plus plausible serait celle des pilleurs de cadavres du 19e siècle, pour les cours d'anatomie dans les universités. Toutefois, leurs découvertes dépendent des cours de médecine qui nécessitent la dissection de cadavres pour analyser le corps humain. Or, les valeurs chrétiennes de cette période se traduisent par des lois qui vont limiter l'obtention des cadavres à disséquer. C'est donc le début du lucratif payant trafic de cadavres qui vont encourager ces pilleurs de tombes à aller voler les cadavres pour les revendre aux universités, aux professeurs ou aux médecins. Pour des raisons évidentes d'odeur et de décomposition, les cadavres sont plus facilement transportables durant les périodes plus froides, comme durant les hivers. Il est donc possible que des professeurs d'anatomie de l'université McGill aient eux-mêmes déterré ou chargé quelqu'un de le faire à leur place, le plus vieux cadavre du cimetière anglican durant cet hiver de 1870, soit celui du vieux McTavish. Fidèle au malheur qui s'acharne sur le baron et sa famille, un incident aurait fait perdre le contrôle du cercueil des pilleurs de tombes qui l'aurait laissé glisser à toute vitesse dans les rues de Montréal enneigées durant cet hiver de 1870. Le fantôme décapité de Griffintown. Cette histoire débute le 27 juin 1879, dans un des premiers quartiers ouvriers de l'histoire de Montréal. Nous sommes dans une période de la première phase industrielle où l'invention de la machine à vapeur a permis l'apparition des premières usines et manufactures autour du canal de la Chine. Autour de ces usines sont construites des maisons par des paysans qui arrivent des campagnes dans l'espoir d'y trouver du travail. Ce sont les premiers quartiers ouvriers. Ce phénomène d'exode rural se mêle à la forte immigration britannique qui s'installe durant cette même période à Montréal. Ce sont principalement des Écossais et des Irlandais anglophones. Dans ces quartiers pauvres et insalubres, où la puanteur côtoie la violence, la prostitution et la criminalité, des milliers d'âmes luttent pour leur survie.
Au matin du 27 juin 1879, des enfants pauvres du quartier ouvrier irlandais de Griffintown crient au meurtre. Ils dénoncent à ceux qui veulent bien leur porter une oreille attentive que le corps d'une jeune femme décapitée gît dans un petit logement du quartier, au 242 rue William. Alertée, la propriétaire de l'édifice monte à l'étage avec une voisine pour ouvrir la porte de l'appartement. Ce logement avait été loué à 2 jeunes femmes liées d'amitié qui exercent le plus vieux métier du monde pour gagner leur vie. En ouvrant la porte, le spectacle aussi surprenant que macabre terrorise les spectatrices qui vont aller chercher rapidement la police. La scène d'horreur est aussi sanglante que brutale. Le cadavre déshabillé et décapité de Mary Gallagher baigne dans le sang au centre de la pièce. Sa tête et l'une de ses mains sont dans un seau au pied du lit. Et dans ce lit se trouve sa bonne amie, Susan Kennedy, qui porte la robe de la victime couverte de sang par-dessus la sienne. Complètement saoule, Susan dort profondément alors que les policiers entrent dans la chambre et font le tour de la pièce pour essayer de comprendre la scène de crime. Ils retrouvent une hache ensanglantée et couverte de cheveux de la victime dans un coffre qui se trouvait dans cette pièce. Susan Kennedy est alors arrêtée comme principale suspecte du meurtre de son amie Mary Gallagher. Les autorités vont aussi arrêter Michael Flanagan, un présumé client des 2 amies qui avait été aperçu avec l'une d'elles durant la nuit du meurtre. Durant le procès, Susan déclare que c'était un client que Mary avait ramené à l'appartement, un supposé capitaine de bateau qui avait été l'assassin. Ce marin aurait donné 2 bouteilles de whisky pour saouler les jeunes femmes avant d'assassiner sa meilleure amie Mary. Dans son témoignage, Susan explique qu'elle l'aurait laissé partir car elle était tombée sous son charme. Beau gosse. Confuse, Susan accuse par la suite un autre client, le capitaine Michael Flanagan, qui avait été arrêté comme principal suspect dans l'affaire. Flanagan est rapidement innocenté après que Susan soit revenue sur ses paroles, avouant qu'elle s'était trompée une fois de plus. Elle est alors questionnée sur la robe ensanglantée de la victime qu'elle portait sur elle lors de son arrestation. Susan expliqua qu'elle avait utilisé la robe pour éponger le sang, pour ne pas qu'il ne traverse le plafond de la pièce du dessous, avant de se rendormir, ivre morte, dans son lit. Un coroner conclut que les faibles coups de hache ne pouvaient qu'avoir été donnés que par une femme. Sans témoin et avec des témoignages plutôt confus, Susan est jugée coupable du meurtre de Mary, mais elle évite la pendaison, qui avait été fixée le 5 décembre 1879. Elle sera finalement envoyée en prison pour le reste de sa vie. Selon la légende, le fantôme vengeur de Mary Gallagher se serait vengé contre son véritable assassin. Alors que Michael Flanagan voyage sur son bateau, il glisse et tombe se fracassant la tête sur le rebord de l'embarcation. Il meurt alors sur le coup. L'accident aurait eu lieu le 5 décembre 1879, soit la date qui avait été fixée pour la pendaison du coupable du meurtre de Mary Gallagher. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Je trouve que ces histoires fantastiques sont une forme de témoignage social de certaines périodes de l'histoire du Québec qui fascinent l'imagination. J'espère que ce format très différent de ce que je fais habituellement vous a quand même plu. Si c'est le cas, je vous encourage à laisser un commentaire plus bas. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois.